Bonjour, c'est Ria Emilianov. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, oui, j'enseigne la géographie, l'aménagement et l'urbanisme. Je suis professeure à l'université du Maine, au Mans, en France, et je travaille depuis le début des années 90 sur les politiques territoriales de développement durable et de transition énergétique, puisque les plans climat datent du début des années 90 en Europe, sur le champ européen. Dans le cadre de la COP 21, selon vous, quel est le rôle des territoires et des villes dans cette transition énergétique, voire écologique? Alors, il faut rappeler que les territoires ont été à l'origine de la transition énergétique. Que ce soit par exemple en Allemagne ou en Suède, ce sont d'abord des territoires en milieu rural en Allemagne qui ont expérimenté des énergies renouvelables, notamment photovoltaïques, suite à des mobilisations antinucléaires, qui petit à petit sont montées en puissance et ont modifié, ont obtenu euh, en fait l'introduction d'une loi en faveur des énergies renouvelables. En Suède, c'est pareil. L'idée de sortie des énergies fossiles est née localement dans une petite commune, Övertorneå, puis elle a été reprise par Växjö, la ville de Växjö, qui en a fait un programme municipal, puis qui a monté un réseau de villes sans énergie fossile, et ensuite le gouvernement suédois a endossé l'idée de sortie des énergies fossiles. Donc on peut dire que la transition énergétique, en fait, n'arrive pas de manière brutale sur les territoires, mais c'est la mise en réseau des territoires qui a permis cette imposition de cet objectif politique sur la scène internationale. Donc les villes et les territoires ruraux d'ailleurs ont eu un rôle fondamental et continuent à avoir un rôle important dans l'application bien sûr des options politiques pour la transition. Est-ce qu'on devrait avoir une approche plus du bas vers le haut, puisque jusqu'à présent, en matière de politique de développement durable, on a eu une approche beaucoup plus du haut vers le bas? Historiquement, les territoires ont été moteurs, mais les États ensuite se sont imposés avec des lois qu'ils ont voulu faire endosser par les collectivités locales. Mais les collectivités locales agissent aussi de manière spontanée, puis en réseau, et on devrait miser beaucoup plus sur elles, effectivement, parce qu'elles sont très proches des habitants, des citoyens, et donc elles peuvent travailler à finalement donner plus de pouvoir aux habitants, aux citoyens, pour s'engager dans cette transition, à l'échelle des voisinages, des quartiers, à l'échelle des territoires. Nous avons pu voir dans le discours de la COP 21, contrairement peut-être aux précédentes COP, qu'on mettait justement l'accent sur l'engagement des citoyens. Est-ce que pour vous, ça signifie une sorte de désengagement de l'État? Non, je crois que l'engagement des citoyens est primordial. Il n'empêche qu'on devrait, enfin, pour avancer, avoir des engagements des États beaucoup plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les États, en fait, depuis une vingtaine d'années, ne sont pas en avance sur les mobilisations en faveur du climat et travaillent, je dirais, à minima. Les mobilisations sont souvent issues soit de territoires, soit de mouvements, de citoyens, de groupes de citoyens sur cette question. Donc les États ne jouent pas un rôle fondamental. Ils pourraient le faire, mais ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui à la COP 21. Mais ce sont surtout eux qui sont à l'avant-scène tout de même. Ce sont eux qui signent l'accord, ce sont eux qui mènent le bal. Ils freinent aussi. Ils freinent, ils ne vont pas assez vite. Mais bien sûr, pour démultiplier l'action, on aurait besoin d'actions étatiques concertées, coordonnées, mais beaucoup plus ambitieuses que ce qui est aujourd'hui acté. On Donc, peut rappeler peut-être que les problèmes portent beaucoup sur l'énergie grise et pas seulement sur les consommations de chauffage, d'eau chaude, d'électricité. Donc en fait, c'est l'ensemble des modes de production et de consommation qui est en cause. La sortie des énergies fossiles, ça concerne absolument tous les modes de production, de consommation et ça nécessite une autre forme de développement économique. Faute de savoir l'organiser à l'échelle nationale,
on peut penser que pour l'instant, seuls des petits groupes ou des territoires travaillent dans le sens d'un développement local, résilient, endogène, qui sort des énergies fossiles, qui travaille pour repenser ses ressources alimentaires, territoriales, énergétiques. Voilà, on a besoin d'une véritable reprise en main des ressources locales, d'une autre économie basée sur les ressources locales, sur les services à la personne. Ça, c'est pas du tout d'actualité à l'échelle internationale pour l'instant. Et On est-ce ne que peut l'observer que dans des petits endroits, des petits lieux. est-ce que vous diriez que c'est pour terminer, que c'est le principal défi des élus à l'échelle locale ou des territoires et de la société civile? Oui, je pense que le principal défi est d'ordre économique. Il faut faire levier pour inventer des formes alternatives d'économie, non simplement décarbonées, mais aussi, on peut dire, post-consuméristes, centrées sur d'autres priorités. Et effectivement, très concrètement, on ne voit cela que de manière éparse. Les lobbies économiques étant beaucoup trop puissants au niveau national pour permettre ces réorientations économiques majeures qui sont absolument indispensables si on est un peu sérieux et systémique en matière de sortie des énergies fossiles. Dans cette COP 21, voyez-vous un message d'espoir? Les mouvements pour la société, les mouvements de la société civile sont très actifs. En dépit de l'interdiction de manifester, il existe des mouvements profonds en France et dans le monde entier qui proposent des solutions, des nouvelles façons de travailler, de penser l'économie, ses finalités. Donc ça, c'est toujours un mouvement très, très, très intéressant. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, Cyrielle Mianoff.